Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue à Mongozi TV. Très heureux de vous savoir à l'écoute. Mongozi TV vous présente des émissions qui s'adressent essentiellement à la jeunesse africaine, qu'elle soit sur le continent ou éparpillée au sein de la diaspora, dans une perspective de développement socio-économique pour notre cher continent. Nous entamerons aujourd'hui la première partie de la vie de Nelson Mandela, dont nous parlerons de ses origines, ses études et débuts en politique, pour enfin finir par ses premières arrestations. Partant de ses origines, Nelson Rolihlahla Mandela est né le 18 juillet 1918 au village d'Mveso dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud. Son prénom Rolihlahla signifie fauteur de troubles. Il est issu d'une famille royale Ntembu de l'ethnie Xhosa qui règne sur une partie du Transkei. En effet, son arrière-grand-père paternel est Nkosi Nkoulou, c'est-à-dire roi du peuple Ntembu. Le grand-père de Rolihlahla est l'un des fils de ce roi. Non légitime à la succession du trône, il porte le nom de Mandela qui devient le nom de la famille. Le père de Rolihlahla, Gadla Henry Mpakanishwa, est chef du village d'Mveso. Cependant, il s'aliène les autorités coloniales qui le déchoient de sa fonction et exile sa famille dans le village de Kune. Malgré cela, Mpakanishwa reste un membre du conseil privé du roi et joue un rôle dans la cession du nouveau régent Jongintaba Dalindyebo au trône Ntembu. Dalindyebo se souviendra de son aide en adoptant Nelson Mandela de manière informelle après la mort de son père. Le père de Mandela avait 4 femmes qui lui avaient donné 13 enfants. Rolihlahla Mandela est né de sa 3e femme dont le nom est Nosekeni Fanny du clan des Mpenvu Xhosa. C'est d'ailleurs sur ces terres qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Parlant de ses études et formations, Rolihlahla Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le prénom de Nelson. Mandela dira, je cite, « Les premiers jours d'école, mon institutrice Miss Ndingane nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque et il était sans doute dû au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Ndingane me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi m'a-t-elle donné ce nom en particulier? J'en ai aucune idée. » Fin du site. L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine traditionnelle et européenne. Son père meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 9 ans. Son oncle, le régent Jongintaba, devient alors son tuteur. Sa nouvelle école est celle d'une mission méthodiste située à côté du palais du régent. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit une initiation suivant la coutume Ntembu. Il s'inscrit ensuite au Clarkbury Boarding Institute où il obtient son Journal Certificate en 2 ans au lieu de 3 ans habituels. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, Mandela poursuit ses études à l'école méthodiste de Redtown à Fort Beaufort, fréquentée par la plupart des membres de la famille royale. Peu après ses départs à Fort-Hare, le régent annonce à Nelson et à Justice, son fils aîné héritier au trône, qu'il a organisé un mariage arrangé pour chacun d'eux. Les 2 jeunes hommes mécontents de cet arrangement choisissent de s'enfuir à Johannesburg. Mandela explique que sa décision part du fait que ses idées sont alors plus avancées sur le plan social que politique et qu'il était alors prêt non à se révolter contre les Blancs mais plutôt contre le système social de son propre peuple et ses coutumes traditionnelles. À son arrivée dans la capitale économique du Transvaal, il trouve un emploi de garde dans une mine. Mais son employeur annule rapidement le contrat quand il s'aperçoit que Rolihlahla est le fils adoptif en fuite du régent. Diplômé, il rejoint l'université de Fort-Hare, la seule université acceptant le noir pour y entamer des études en droit. Il y rencontre Olivier Tambo qui devient son ami et collègue. Il y découvre également le nationalisme afrikaner. Certains disent qu'il n'est pas convaincu du maxime diffusé par le Parti communiste sud-africain, SACP en sigle, mais il y adhère et sera même membre du comité central du parti. Il rappelle au 9e congrès du Parti communiste d'Afrique du Sud en 1992 les liens qui unissent l'ANC
et le SACP. Il niera cependant son ancienne appartenance au SACP durant toute sa vie afin de ménager ses relations internationales. Il adhère également à la doctrine de non-violence prônée par Gandhi. Celle-ci sera mise en œuvre par ces dernières en Afrique du Sud et constitue une inspiration importante non seulement pour Nelson, mais également pour des générations de militants anti-apartheid qui y voient une méthode pour lutter contre l'oppression et le colonialisme. Nelson travaille ensuite comme employé dans un cabinet grâce à ses relations avec son ami et mentor Walter Sisulu. Tout en travaillant, il termine par correspondance sa licence à l'Université d'Afrique du Sud, puis commence des études de droit à l'Université de Witwatersrand où il rencontre de nombreux futurs militants anti-apartheid. C'est en discutant d'ailleurs avec des camarades sur des débats politiques qu'il découvre l'existence de l'ANC. Début de sa lutte révolutionnaire. En 1943, Mandela rejoint le Congrès national africain. Pendant ces temps, l'ANC connaît alors une nouvelle vigueur sous la direction d'Alfred Zuma. Par ailleurs, la même année, Rolihlahla se marie avec sa première épouse, Evelyn Massé. En 1945, Zuma introduit pour la première fois l'exigence du suffrage universel non racial dans les revendications du mouvement. Évolution majeure dans la mesure où la revendication communautaire du parti passe de la simple lutte contre les discriminations raciales à une lutte plus large pour le pouvoir politique. Il doit tenir compte de l'influence croissante de la toute jeune et radicale Ligue de la jeunesse de l'ANC menée par Anton Lambede, Walter Sisulu et Olivier Tambo, à laquelle adhère Mandela qui incite aux actions de masse afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale dont les dispositions légaux sont alors en cours d'uniformisation sur l'ensemble des 4 provinces sud-africaines, et incite aux actions de masse de lutte contre la domination politique de la minorité blanche et contre la ségrégation raciale dont les dispositifs légaux sont alors en cours d'uniformisation sur l'ensemble des 4 provinces sud-africaines. Depuis la formation de l'Union d'Afrique du Sud en 1910, le pays connaît une inflation de législation ségrégationniste ou discriminante. De 1913 à 1942, une succession de lois interdit aux Noirs d'être propriétaires des terres en dehors des réserves indigènes existantes qui représentent 7% de la superficie totale de l'Union sud-africaine, ce qui provoque l'expropriation de nombreux paysans indépendants noirs et la constitution d'un prolétariat agricole, puis introduit la ségrégation résidentielle permettant aux municipalités de créer des quartiers réservés aux Noirs et de limiter leur urbanisation, et ensuite supprime les Noirs des listes électorales communes de la province du Cap. Toutefois, une loi agrandit ensuite les réserves indigènes existantes de 7 à 13% de la superficie du pays, ôtant dans le même temps aux résidents noirs du Cap le droit d'acheter de la terre en dehors des réserves. En 1942, à la suite de plusieurs discours hostiles à l'engagement dans le second conflit mondial et officiellement dans une perspective des revendications des troupes, les grèves de travailleurs noirs sont déclarées illégales au titre de l'effort de guerre. Aux élections de 1948, la victoire inattendue du Parti national, parti alors exclusivement afrikaner, entraîne la mise en place d'une nouvelle politique de ségrégation connue sous le nom d'apartheid. Dans ce système, le rattachement territorial, puis la nationalité et le statut social dépendent du statut racial de l'individu, défavorisant largement la population noire et interdisant le mariage mixte. De son côté, la Ligue des jeunesses de l'ANC se montre déterminée. En interne, elle parvient à écarter Alfred Zuma, jugé trop modéré, pour imposer James Moroka et préparer une grande campagne de défiance. En 1951, Olivier Tambo et Nelson Mandela sont les deux premiers avocats noirs de Johannesburg. En 1952, Rolihlahla est élu président de l'ANC du Transvaal et vice-président national. Il mène avec l'ANC la campagne de désobéissance civile contre les lois considérées comme injustes, campagne qui culmine dans une manifestation le 6 avril 1952, date du 300e anniversaire de la fondation
libération du Cap et de la première installation des Blancs en Afrique du Sud. Sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. La campagne continue en octobre avec des manifestations contre les lois de ségrégation et contre le port obligatoire de laisser-passer pour les Noirs. Le gouvernement malien modifie alors la loi sur la sécurité publique pour autoriser le pouvoir à suspendre les libertés individuelles, à proclamer l'état d'urgence et à gouverner par décret. Mandela est condamné à 9 mois de prison avec sursis, se voit interdire toute réunion et est placé en résidence surveillée chez lui à Johannesburg. Il utilise cependant cette situation pour organiser l'ANC en cellule clandestine. Cette campagne de résistance passive qui prend fin en avril 1953 permet l'ANC de gagner en crédibilité, passant de 7 000 à 10 000 adhérents. Son option non raciale lui permet de s'ouvrir aux Indiens et aux communistes blancs, mais les métiers restent plus sceptiques. Quand James Moroka tente de plaider la conciliation avec le gouvernement, il est renversé par la Ligue des jeunes du parti qui impose alors Alfred Luthuli à la tête de l'ANC. En 1955 a lieu le Congrès du peuple qui adopte la Charte de la liberté qui donne le base du mouvement anti-apartheid. Pendant cette période, Mandela et son ami Tambo dirigent leur propre cabinet d'avocats qui fournit un conseil juridique gratuit ou à bas prix pour les nombreux Noirs qui ne peuvent payer les frais d'avocat. Nelson Mandela assouplit son fort anticommunisme chrétien pour demander l'union entre les nationalistes noirs et les blancs du Parti communiste sud-africain dans le combat contre l'apartheid. Cependant, le Suppression Communist Act du gouvernement considère comme communiste quiconque cherche à provoquer un changement politique, industriel, économique ou social par de moyens illégaux, alors qu'il n'existe aucune possibilité pour le noir, hormis le système judiciaire, de lutter contre l'apartheid, contraint tout le noir allant du nationalisme au révolutionnaire assignaire. Au niveau du pouvoir législatif, c'est les partis unis représentant l'opposition blanche et les métis, ainsi que les partis libéraux de Margaret essaient de lutter contre l'apartheid. Alors qu'ils sont engagés dans une résistance pacifique, Rolihlahla et 156 autres personnes sont arrêtées le 5 décembre 1956 et accusées de trahison. Un procès marathon qui dure de 1957 à 1961 s'ensuit, où tous les prévenus, aidés notamment par des fonds internationaux, exploitent toutes les imprécisions de la législation et sont progressivement relâchés puis finalement acquittés par la justice sud-africaine. En 1957, toutefois, côté familial, Nelson Mandela divorce d'Evelyn puis épouse en 1958 Winnie Madikizela Mandela et met au monde 2 filles dont Zenani et Zinzi Madikizela. De 1952 à 1959, des militants noirs d'un type nouveau connus sous le nom d'africanistes troublent les activités de l'ANC dans les townships, demandant une action plus drastique contre la politique du gouvernement. La direction de l'ANC, qui comprend Alfred Luthuli, Olivier Tambo et Walter Sisulu, pense que non seulement les africanistes veulent aller trop vite, mais aussi qu'ils remettent en question leur autorité. L'ANC renforce alors sa position en faisant des alliances avec de petits partis politiques blancs et indiens dans une tentative d'apparaître plus rassembleur que les africanistes. En 1959, l'ANC perd toutefois son plus grand soutien militant quand la plupart d'africanistes qui ont l'aide financière du Ghana et le soutien politique de Basotho font sécession pour former le Congrès panafricain, PAC en sigle, sous la direction de Robert Sobukwe.